J'ai abandonné l'emploi de mes rêves pour rester à la maison avec sa mère. Mais lors du barbecue familial, il a annoncé notre divorce en portant un toast. Elle a été une excellente intérimaire, Harry sa sœur. J'ai fait teinter mon verre. Puis je lui ai tendu un paquet qui a détruit sa carrière. L'appel est arrivé à 2h47 du matin, un mardi. Je me souviens de l'heure exacte parce que je fixais le plafond, incapable de dormir après une autre de ces réunions de travail d'urgence de Thibaut qui s'était prolongée jusqu'à minuit. Son téléphone a vibré contre la table de nuit et je l'ai regardé le chercher à tâtons dans l'obscurité. Maman est encore tombée, a-t-il murmuré, la voix empreinte de panique. Elle est à l'hôpital. J'attrapais déjà ma robe de chambre avant qu'il ait fini sa phrase. C'est ce que j'étais alors, la femme qui agissait d'abord et posait des questions ensuite, la femme qui croyait que l'amour signifiait sacrifice et que sacrifice signifiait silence. Avant de nous plonger plus profondément dans la façon dont j'ai planifié ma vengeance parfaite, je tiens à vous remercier d'être ici. Si vous croyez que le sacrifice et la loyauté méritent mieux que la trahison, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre plus de femmes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment cela se déroule. L'hôpital sentait le désinfectant et les rêves brisés. La mère de Thibaut, Éléonore, gisait dans le lit stérile, paraissant plus petite que je ne l'avais jamais vue. Sa hanche était fracturée, mais les vrais dégâts étaient plus profonds. L'explication douce du médecin sur la démence à un stade précoce, sur le fait que vivre seul n'était plus sûr. « Je ne peux pas faire ça », a dit Thibaut en se passant les mains dans les cheveux alors que nous étions assis dans la salle d'attente. La promotion au travail, les lancements de nouveaux projets. Je ne peux pas être son aide-soignante. J'ai attrapé sa main, mes doigts s'entrelaçant avec les siens. On va trouver une solution, Alice. Je ne peux pas te demander ça. Tu ne demandes rien, les jeux interrompus. Je propose. Les mots ont quitté ma bouche avant que je puisse les arrêter. Mon cabinet d'architecture venait de me proposer le poste de chef de projet sur leur plus grand projet résidentiel, un développement de logements durables qui aurait propulsé ma carrière dans la stratosphère. L'entretien était dans 3 jours. Je me préparais depuis des mois. Mais les yeux de Thibaut étaient désespérés, et on m'avait élevé en me faisant croire que la famille passait avant tout, même lorsque cette famille n'était pas techniquement la mienne, encore. Juste temporairement, ai-je dit, me convainquant autant que lui. Jusqu'à ce que nous trouvions un bon établissement de soins ou une infirmière professionnelle. Temporairement. Le mot avait un goût de cuivre dans ma bouche. Maintenant, 3 ans plus tard. Le premier mois fut gérable. Éléonore se remettait de son opération et je pouvais travailler à domicile sur de plus petits projets tout en l'aidant avec sa kinésithérapie. Je lui préparais sa soupe préférée, organisais ses médicaments et la conduisais à ses rendez-vous. La plupart du temps, elle m'appelait « l'amie de Thibaut », mais parfois elle souriait et disait « merci, ma chère ». Ces petits moments de gratitude étaient comme des victoires. Mais alors que les semaines se transformaient en mois, mon ordinateur portable prenait la poussière, les appels des clients restaient sans réponse. Le cabinet d'architecture a embauché quelqu'un d'autre pour le poste de direction, quelqu'un qui pouvait s'engager, ont-ils dit, quelqu'un qui ne jouait pas à la petite maison avec la mère de son petit ami. Les exigences professionnelles de Thibaut ont augmenté. Il partait tôt, rentrait tard et passait les week-ends à rattraper son retard au bureau. Je comprenais, sa promotion était importante, nous avions besoin d'argent, surtout maintenant que je ne contribuais plus financièrement. « Tu es incroyable », me disait-il en m'embrassant sur le front avant de se précipiter dehors. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Je vivais de ces mots comme s'ils étaient de l'oxygène. Les changements en lui furent subtils au début. Il vérifiait son téléphone pendant le dîner, souriant à des messages que je ne pouvais pas voir. Ses voyages d'affaires sont devenus plus fréquents, des conférences dans des villes dont je ne l'avais jamais entendu parler auparavant. Quand je posais des questions à leur sujet, il donnait des réponses vagues sur des réunions de clients et des opportunités de réseautage. « Tu es paranoïaque », dit-il un soir quand j'ai mentionné à quel point il semblait distant. « Je travaille d'arrache-pied pour notre avenir. Ne peux-tu pas simplement me soutenir au lieu de tout ramener à toi ?» L'accusation m'a piqué car elle me semblait partiellement vraie. Je ramenais ça à moi, à la solitude qui s'insinuait pendant les longues journées passées à gérer les soins d'Éléonore, aux rêves que j'avais mis de côté sans calendrier précis pour les dépoussiérer. Les réunions de famille devinrent des exercices d'endurance. La sœur de Thibaut, Michel, arrivait avec sa manucure parfaite et ses sacs à main de créateur,
faisant des commentaires passifs-agressifs sur la commodité de ma disponibilité pour aider. C'est comme avoir une infirmière à domicile, disait-elle en riant à Thibaut, sauf que tu n'as pas à la payer. Éléonore hochait la tête, oubliant parfois que j'étais dans la pièce. L'ami de Thibaut est très serviable, disait-elle à Michel, bien que je ne me souvienne plus de son nom la plupart du temps. C'est Alice, disais-je doucement. Alice, c'est ça. Elle est comme une aide temporaire. Temporaire. Encore ce mot. Thibaut ne les corrigeait jamais. Il riait mal à l'aise et changeait de sujet. Mais il ne m'a jamais défendu, n'a jamais reconnu que j'avais mis toute ma carrière en suspens, n'a jamais mentionné que j'étais sa petite amie depuis 4 ans, pas juste une femme quelconque qui s'était immiscée dans leur vie. Le point de rupture est survenu un jeudi soir de novembre. Je pliais le linge de Thibaut, une tâche qui était devenue mienne, avec tout le reste, quand je l'ai entendu au téléphone dans la cuisine. Elle est utile pour l'instant, sa voix traversait les minces cloisons, mais honnêtement, je ne sais pas combien de temps je peux continuer comme ça. Je suis resté figé, une chemise à moitié pliée dans mes mains. Le tissu me paraissait rêche contre mes doigts soudainement engourdis. Je sais, continua-t-il, mais la situation à la maison est compliquée. Elle s'est occupée de tout avec maman, et je ne peux pas juste. Eh bien, tu comprends. Il y eut une pause, puis un rire, le rire de Thibaut. Crois-moi, j'y travaille. La chemise tomba par terre. Je me suis penché pour la ramasser, mes mouvements mécaniques, robotiques. Quelque chose de fondamental avait changé en moi. Pas brisé, mais durci, comme de l'eau se transformant en glace. Je ne l'ai pas confronté. Au lieu de cela, j'ai fini le linge en silence, les plier parfaitement et les ranger. Puis je me suis assise à la table de la cuisine avec un carnet et j'ai commencé à écrire. 15 novembre. Thibaut au téléphone, interlocuteur inconnu. 21h47. Elle est utile pour l'instant. L'encre paraissait si ordinaire sur la page, juste des lignes bleues formant des lettres, formant des mots, formant le début de la fin. Je ne planifiais pas encore de vengeance. Je planifiais ma survie. Parce que pour la première fois en 3 ans, j'ai réalisé que j'avais vécu dans l'histoire de quelqu'un d'autre, jouant un personnage pour lequel je n'avais jamais auditionné. L'aide, la femme utile. Mais les choses utiles, réalisais-je, pouvaient être remplacées. Et les choses temporaires finissaient par prendre fin. Le nom de Grace a d'abord flotté dans nos conversations comme de la fumée, subtile, presque invisible, mais impossible à ignorer une fois qu'on l'avait remarqué. Thibaut l'a mentionné nonchalamment pendant le dîner, sa fourchette s'arrêtant en l'air alors qu'il disait « Grace pense que nous devrions restructurer les rapports trimestriels. » Ou « Grâce à cette stratégie incroyable pour la fidélisation des clients. » Au début, j'ai trouvé ça attachant, mon petit ami avait trouvé un mentor, quelqu'un qui croyait en son potentiel. Grace Martin, j'ai appris son nom complet grâce au récit enthousiaste de Thibaut sur sa trajectoire de carrière. Elle avait bâti sa société de conseil à partir de rien, travaillait 18 heures par jour et commandait le respect dans des salles pleines d'hommes qui avaient essayé de la diminuer. Elle est comme une machine, disait Thibaut, ses yeux s'illuminant d'une manière qui aurait dû être mon premier avertissement. Son esprit travaille avec 3 coups d'avance sur tout le monde. Je me souviens lui avoir dit à quel point j'aimerais la rencontrer un jour. Elle a l'air incroyable. Peut-être pourrions-nous dîner ensemble? Le sourire de Thibaut vacilla. Elle est super occupée. En plus, les trucs du boulot, tu sais. Ce serait peut-être bizarre. Bizarre. Le mot flottait dans l'air entre nous, mais je l'ai laissé passer. J'étais trop occupé à gérer le calendrier des médicaments d'Éléonore et ses rendez-vous de kinésithérapie pour creuser plus profondément ce que, bizarre, pouvait signifier. L'influence de Grace sur Thibaut devint plus prononcée au fil des mois. Il citait sa philosophie sur l'équilibre travail-vie personnelle ironique, étant donné que je ne l'avais pas vu maintenir un quelconque équilibre depuis des mois. Il faisait référence à ses opinions sur tout, des stratégies d'investissement aux destinations de vacances. Grace dit que les couples qui voyagent ensemble grandissent ensemble, mentionna-t-il un soir en faisant défiler son téléphone. Elle et son ex faisaient ces voyages incroyables avant que les choses ne tournent mal. Son ex. Même sa relation ratée semblait le fasciner. Le jour où j'ai décidé de surprendre Thibaut avec un déjeuner à son bureau, j'avais passé la matinée à préparer son sandwich préféré, dinde et avocat sur pain au levain, avec cette moutarde chère qu'il adorait. Éléonore avait été particulièrement difficile ce matin-là, refusant ses médicaments et insistant sur le fait qu'elle n'avait pas besoin d'aide pour s'habiller.
Au moment où je l'avais installé avec son feuilleton de l'après-midi, j'avais besoin de voir le sourire de Thibaut, besoin de me sentir apprécié pour quelque chose. Le trajet en ascenseur jusqu'au 15e étage me parut plus long que d'habitude. J'ai vérifié mon reflet dans les portes polies, lissant mes cheveux et ajustant le sac du déjeuner. Quand avais-je commencé à me soucier autant de mon apparence pour une simple livraison de déjeuner? Le bureau de Thibaut avait des murs en verre, un choix de design moderne censé favoriser la transparence et la collaboration. L'ironie ne m'a pas échappé plus tard. Je les ai vus avant qu'ils ne me voient. Thibaut était assis derrière son bureau, mais sa chaise était tournée vers la femme perchée sur le bord de son bureau. Elle portait un blazer bordeaux qui coûtait probablement plus cher que ce que je dépensais en courses en un mois. Ses cheveux foncés étaient tirés en arrière en un chignon parfait et brillant. Son rire était musical, sincère, du genre qui vous donnait envie de faire partie de la blague qu'il avait provoquée. Mais ce n'est pas le rire qui m'a glacé. C'était la main de Thibaut posée sur la sienne sur le bureau, son pouce traçant de petits cercles sur ses phalanges. J'ai frappé à la porte vitrée, les regardant tous les deux se retourner. La main de Thibaut s'est retirée brusquement de la sienne, comme s'il s'était brûlé. Alice, sa voix était plus aiguë que d'habitude. Qu'est-ce que tu fais ici? La femme, Grace, évidemment, glissa gracieusement du bureau, tendant sa main vers moi avec un professionnalisme consommé. Vous devez être Alice. J'ai tellement entendu parler de vous. Sa poignée de main était ferme, confiante. Ses yeux étaient de la couleur du chocolat noir, chaud et intelligent. Elle était belle d'une manière naturelle qui me rendait cruellement consciente de mon propre mascara appliqué à la hâte de la petite tache sur mon pull provenant du petit déjeuner d'Éléonore. J'ai apporté le déjeuner, dis-je en brandissant le sac comme une offrande de paix. Quelle attention délicate, dit Grace, et je ne pouvais détecter aucun sarcasme dans son ton. Thibaut a de la chance d'avoir quelqu'un qui prend si bien soin de lui. La phrase me parut chargée d'un sens que je ne pouvais pas tout à fait saisir. 2 semaines plus tard, un paquet est arrivé chez nous. Mon nom était sur l'étiquette, écrit d'une écriture élégante qui appartenait à quelqu'un qui avait appris la belle calligraphie. À l'intérieur, niché dans du papier de soie, se trouvait un flacon de parfum. Chanel numéro 5. Le classique. La carte était simple, merci de soutenir le travail acharné de Thibaut. Grâce. J'ai tenu le flacon à la lumière, regardant le liquide ambré capter le soleil de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre de notre cuisine. C'était attentionné, cher, complètement inapproprié. Mais ce qui a fait trembler mes mains, ce n'était pas le cadeau lui-même. C'était le parfum qui s'en dégageait lorsque j'ai retiré le bouchon. Je l'avais déjà senti, persistant sur le col du manteau de Thibaut après ses longues nuits au bureau. J'avais supposé que c'était après une réunion avec un client, peut-être un dîner dans un restaurant chic. J'ai posé le flacon sur le comptoir et l'ai fixé pendant un long moment. Puis je l'ai mis dans le tiroir avec les autres choses que je commençais à collectionner, des reçus, des notes, de petites incohérences qui ne signifiaient rien individuellement, mais qui formaient un schéma lorsqu'on les regardait ensemble. Cette nuit-là, j'ai ouvert l'ordinateur portable de Thibaut pendant qu'il prenait sa douche. Son mot de passe était toujours le même, ma date de naissance, ce qui me semblait à la fois un réconfort et une trahison. Son calendrier était synchronisé sur tous ses appareils, et le nom de Grace apparaissait avec une fréquence surprenante, café de travail, session de stratégie, dîner de consultation qui se prolongeait bien au-delà des heures de bureau. J'ai pris des captures d'écran, non pas parce que j'étais prête à affronter quoi que ce soit, mais parce que j'avais besoin de preuves que je n'étais pas en train de perdre la tête. Les journaux Bluetooth de son téléphone racontaient une histoire encore plus intéressante. La voiture de Grace avait été connectée au système de son téléphone 17 fois au cours du mois dernier. De longs trajets ensemble, apparemment. Des endroits qui n'avaient jamais été mentionnés lorsqu'il racontait ses journées de travail. J'ai appris à naviguer dans sa vie numérique comme un comptable judiciaire, suivant la piste d'une relation dont je n'étais pas censé connaître l'existence. Les relevés de cartes de crédit montraient des frais dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, des hôtels dans des villes où il était censé avoir des voyages d'affaires en solo. Le détective privé s'appelait Marc et il était spécialisé dans ce qu'il appelait le « renseignement domestique ». Son bureau se trouvait dans un immeuble anonyme du centre-ville, et il avait ce genre de visage quelconque qui lui servait probablement bien dans son métier. J'ai besoin de savoir ce que fait mon petit ami, lui ai-je dit en faisant glisser un dossier sur son bureau. Voici ses habitudes, son emploi du temps, ses manies. Marc a parcouru mes notes avec un intérêt professionnel. Vous avez fait un travail préparatoire impressionnant. La plupart des gens viennent me voir avec de simples soupçons.
Je ne me fie plus aux soupçons. Il m'a annoncé un prix qui m'a fait grimacer, mais j'avais de l'argent économisé d'avant, de l'époque où j'avais une carrière, de l'époque où j'avais prévu un avenir qui incluait ma propre indépendance financière. 3 semaines plus tard, Marc a appelé. J'ai ce dont vous avez besoin. La vidéo était horodatée à 15h47 un mardi. Image de la caméra de sécurité d'un ascenseur d'hôtel. Grainy, mais assez clair. Thibaut et Grace sont entrés ensemble dans l'ascenseur, maintenant une distance professionnelle pendant exactement 4 secondes. Puis sa main était sur sa poitrine, sa bouche sur la sienne, et ils s'embrassaient avec l'intensité désespérée de personnes qui avaient attendu toute la journée ce moment. Je l'ai regardé 3 fois. Au 3e visionnage, j'ai réalisé que je souriais. Non pas parce que j'étais heureuse, mais parce que, enfin, j'avais la confirmation que je n'étais pas folle. Que la femme qui m'avait envoyé du parfum en guise de remerciement marquait son territoire depuis le début. Que la femme derrière le rideau ne tirait pas seulement les ficelles de la carrière de Thibaut, elle l'éloignait de moi. Le sourire qui avait été mon compagnon pendant des semaines n'a jamais vacillé alors que je regardais les images de sécurité une dernière fois. Cette nuit-là, j'ai commencé à planifier avec la précision d'un architecte concevant une cathédrale. Chaque poutre calculée, chaque angle mesuré, chaque point de contrainte potentielle renforcé. Quand Thibaut a fait irruption par la porte d'entrée 3 jours plus tard, vibrant pratiquement d'excitation, j'étais en train d'assaisonner du poulet pour le dîner. Chérie, j'ai eu la promotion. Il m'a prise dans ses bras, me soulevant du sol. Vice-président senior, tu te rends compte? Je me suis laissé tournoyer, riant au bon moment. C'est incroyable, je suis tellement fier de toi. On devrait fêter ça en grand. Ses yeux brillaient de succès, et d'autres choses. De soulagement, peut-être. Qu'est-ce que tu dirais d'organiser un barbecue ce week-end? Réunir toute la famille? Parfait. Les mots chantaient dans mon esprit, mais j'ai gardé une expression convenablement surprise. Ce week-end? C'est un peu court comme délai. Allez, tu es incroyable pour ce genre de choses. Et puis, ce n'est pas comme si tu avais autre chose à faire. La cruauté désinvolte de cette déclaration aurait dû me blesser, mais j'avais dépassé la douleur. J'opérais maintenant dans un territoire émotionnel différent, où ces mots n'étaient que des points de données dans mon dossier croissant. Bien sûr, ai-je dit en me penchant pour l'embrasser sur la joue. Je vais le rendre parfait. Et je le ferai. J'ai passé les 48 heures suivantes dans un état de créativité contrôlée. La liste des invités était facile, les parents de Thibaut, sa sœur Michel et son mari, quelques collègues du travail. Et Grace, naturellement. Elle avait été incluse dans les événements familiaux avec une fréquence croissante, sa présence normalisée au point que personne ne la remettait plus en question. Le plan de table a nécessité une réflexion minutieuse. J'ai placé Grace directement en face de Thibaut, où elle pourrait voir clairement son visage. Michel et son mari encadraient les parents de Thibaut, positionnés pour tout voir. Je me suis attribué la chaise la plus proche de la maison, assez proche pour effectuer ma sortie stratégique si nécessaire. Le menu était composé des plats préférés de Thibaut, poulet grillé avec ma marinade spéciale, salade de maïs, ces petites pommes de terre qu'il adorait. J'ai même fait le célèbre gâteau au chocolat de sa mère, bien qu'elle ne m'ait jamais réellement appris la recette. Je l'avais trouvé par essai et erreur au début de notre relation, à l'époque où je croyais encore que l'effort équivalait à l'amour. L'enveloppe noire attendait dans le tiroir de la cuisine, comme une arme chargée. J'avais assemblé son contenu avec le soin méthodique d'un procureur constituant un dossier. Marc avait fourni tout, photographie, enregistrement audio, documents financiers, données de localisation. Mais le vrai trésor était quelque chose que j'avais découvert moi-même en examinant les fichiers audio. J'avais capté quelque chose que Marc avait manqué. En arrière-plan d'un enregistrement, la voix de Thibaut discutant de plus que leur liaison. Il parlait de chiffres, de transferts de comptes, de moyens de nettoyer les livres avant l'audit trimestriel. La malversation de Grace n'était pas une opération solo, c'était un duo. J'avais dépensé mon propre argent pour vérifier les irrégularités financières, engageant un comptable judiciaire qui a confirmé ce que l'enregistrement suggérait, Grace détournait des fonds des comptes clients, et Thibaut l'aidait à brouiller les pistes numériques. Samedi est arrivé avec un temps parfait. Ciel dégagé, brise légère. Le genre de journée qui vous fait croire au nouveau départ. Je me suis réveillé avant l'aube, non pas par anxiété, mais par anticipation. Aujourd'hui était le jour où je reprenais mon récit.
Les invités sont arrivés dans un ordre prévisible. Les parents de Thibaut d'abord, ponctuels et formels. Michel et son mari ensuite, apportant du vin cher et des bises en l'air. Les collègues sont arrivés au compte-gouttes tout au long de l'après-midi, des hommes en polo et des femmes en robe d'été, tous désireux de célébrer le succès de Thibaut. Grace est arrivée la dernière, portant une bouteille de champagne et une robe jaune qui la faisait ressembler à un rayon de soleil. Elle m'a serré dans ses bras avec une chaleur apparente, murmurant « Merci de m'avoir incluse. Je sais que les événements familiaux sont spéciaux. Tu es pratiquement de la famille, ai-je répondu, et je le pensais, d'une manière qu'elle ne pouvait pas imaginer. L'après-midi s'est déroulé comme une performance parfaitement orchestrée. J'ai joué l'hôtesse gracieuse, m'assurant que les verres restaient pleins et que la conversation coulait à flot. Thibaut se prélassait dans les félicitations, sa main trouvant l'épaule ou le bras de Grace avec une fréquence croissante. Leur contact était bref, professionnel, mais je savais quoi chercher maintenant. Éléonore, la mère de Thibaut, avait l'un de ses jours les plus clairs. Elle a complimenté la nourriture, s'est souvenue de la plupart des noms et a même posé des questions sur mon petit passe-temps d'architecture. J'ai souri et esquivé, comme j'avais appris à le faire. Alors que le soleil commençait à se coucher, Thibaut s'est levé, levant sa bouteille de bière. Je veux dire quelque chose. Les conversations se sont tues, les visages se tournant avec attente vers lui. Il avait l'air confiant, à l'aise, un homme qui avait enfin obtenu tout ce qu'il voulait. Cette année a été incroyable, commença-t-il, sa voix portant sur la terrasse. La promotion, les nouvelles opportunités, la chance de travailler avec des gens extraordinaires. Ses yeux trouvèrent ceux de Grace, s'y attardant juste un instant de trop. Ça m'a appris ce dont j'ai vraiment besoin dans la vie. J'ai senti mon pouls se stabiliser, ma respiration se calmer. Ça y est. Et malheureusement, le sourire de Thibaut devint désolé, son regard se posant enfin sur moi. Alice, ce n'est pas toi. Les mots flottaient dans l'air comme la fumée du grill. L'inspiration brusque de Michel fut audible. Le visage d'Éléonore se crispa de confusion. L'expression de Grace resta soigneusement neutre, mais j'ai surpris le léger soulèvement de ses lèvres. Je pense qu'il est temps que nous passions tous les deux à autre chose, continua Thibaut, sa voix gagnant en force. Tu as été formidable, vraiment. Mais j'ai besoin d'une partenaire qui comprenne l'ambition, qui puisse égaler mon énergie. Le rire de Michel fut le bruit du verre brisé. Il était temps que quelqu'un le dise. Elle a été comme une infirmière temporaire par ici, de toute façon. Très temporaire, ajouta Éléonore, sa voix portant la cruauté désinvolte que la vieillesse permet parfois. Je me suis levé lentement, mon verre de vin captant les derniers rayons du soleil. L'instant s'étira, tout le monde attendant les larmes, la colère, la scène à laquelle il s'attendait. Mais j'ai souri. Tu as absolument raison, Thibaut. J'ai levé mon verre dans un simulacre de toast. Au nouveau départ. Le tintement du verre contre le verre était délicat, presque musical. Puis j'ai sorti l'enveloppe noire de ma poche. Avant de trop célébrer, dis-je, ma voix portant sur la terrasse soudainement silencieuse, tu voudras ouvrir ça. La confiance de Thibaut vacilla. Qu'est-ce que c'est? Considère ça comme un cadeau de départ. Il prit l'enveloppe avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. Pendant qu'il l'ouvrait, j'ai sorti mon téléphone, faisant défiler jusqu'au fichier audio que j'avais préparé des heures auparavant. La première photographie fit pâlir son visage. La seconde fit trembler ses mains. Au moment où il atteignit les documents financiers, sa respiration était devenue superficielle et rapide. Alice, où as-tu eu ça? J'ai appuyé sur « Play » sur mon téléphone, augmentant le volume. La voix de Grace emplit l'air du soir, haletante et intime. Thibaut, oui, oh mon Dieu, oui. Le verre de vin de Michel heurta les dalles de la terrasse avec un bruit sec. La fourchette d'Éléonore tomba bruyamment contre son assiette. Les collègues échangèrent des regards, certains sortant leur téléphone. Mais le fichier audio n'était pas terminé. La voix de Grace s'estompa, remplacée par les propres mots de Thibaut, nous devons transférer les fonds du compte Duval d'ici jeudi. Peux-tu ajuster l'horodatage du transfert? Faire croire que ça s'est passé le mois dernier? Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Grace était devenu cendré, sa bouteille de champagne oubliée sur la table. La liaison était presque décevante, dis-je d'un ton badin, comme si je parlais de la météo. Mais le détournement de fond, ça, c'était vraiment créatif. La bouche de Thibaut s'ouvrit et se ferma sans un son.
Grace commença à se lever, mais je levai la main. Je ne partirai pas tout de suite. La police devrait bientôt arriver. La bouche de Thibaut bougeait comme un poisson cherchant de l'air, mais aucun mot cohérent n'en sortit. Juste des fragments. Alice, tu ne comprends pas. Et, ce n'est pas ce que ça a l'air. Et, on peut arranger ça. Je l'observais avec la fascination détachée de quelqu'un observant un animal au zoo. L'homme qui avait rejeté mes préoccupations comme de la paranoïa, qui m'avait traité de collante pour avoir posé de simples questions, se noyait maintenant dans sa propre panique. Depuis combien de temps nous enregistres-tu? La voix de Grace trancha le bégaiement de Thibaut, aigu et contrôlé malgré les circonstances. Assez longtemps, ai-je répondu, mon doigt planant sur l'écran de mon téléphone. En fait, laissez-moi vérifier mes messages. J'ai envoyé quelques textos pendant que vous aviez tous les deux votre petit moment. Le premier texto était allé à David Martin, l'associé de Grace et le directeur financier de l'entreprise. Le message était simple, tu dois voir ça. Urgence. Grace a volé. 6 juin, 3 des fichiers audio les plus accablants. Le deuxième texto est allé à l'inspectrice Sophie Morin, que j'avais rencontrée par l'intermédiaire de Marc. Elle était spécialisée dans la criminalité en col blanc et avait été très intéressée par les preuves que j'avais recueillies. Ça se passe maintenant. 1247, rue des Platanes. Les deux suspects présents. Le visage de Thibaut passa du pâle au gris. Tu as appelé la police? J'ai appelé les autorités compétentes, ai-je corrigé. Il y a une différence. Michel retrouva enfin sa voix, bien qu'elle sortît comme un murmure étranglé. Alice, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Thibaut a aidé sa petite amie à voler de l'argent à leurs clients, expliquai-je d'un ton badin. Oh, et ils couchent ensemble depuis des mois, au cas où ce ne serait pas clair avec l'audio. Grace se leva brusquement, sa chaise raclant contre les dalles de la terrasse. C'est un coup monté. Vous ne pouvez pas enregistrer des conversations privées sans consentement. J'ai souri, sortant un autre document de l'enveloppe. Je le peux. État à consentement unilatéral. J'étais présente pour la plupart de ces enregistrements. Ceux où je n'étais pas présente, eh bien, ceux-là ont été obtenus par des méthodes de surveillance légale par un détective privé agréé. Sa confiance se fissura légèrement. Tu bluffes. Vraiment? J'ai de nouveau brandi mon téléphone. Voudriez-vous que je joue l'enregistrement de mardi dernier? Celui où vous mentionnez spécifiquement avoir déplacé de l'argent avec l'aide de Thibaut pour éviter l'audit? Le sang-froid soigneusement construit de Grace vola finalement en éclats. C'est un piège. Tu as manipulé toute cette situation. Je l'ai planifié, ai-je acquiescé. Il y a une différence entre manipulation et préparation. Vous deux m'avez donné beaucoup de matière à travailler. Le père de Thibaut, qui était resté silencieux pendant toutes les révélations, s'éclaircit la gorge. Fils, est-ce vrai? Papa, je peux expliquer. Est-ce vrai? La voix de l'homme plus âgé portait des décennies d'autorité, le ton qu'il avait probablement utilisé lorsque Thibaut était enfant, surpris en train de mentir à propos de fenêtres cassées ou de biscuits volés. Les épaules de Thibaut s'affaissèrent. C'est compliqué. Ce n'est vraiment pas le cas, suis-je intervenu. Grace vole de l'argent, Thibaut l'aide à le cacher. Ils couchent ensemble. Fin. Éléonore, qui avait fixé son assiette pendant tout le chaos, leva enfin les yeux. Son expression était lucide, concentrée, d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Pourquoi ferais-tu-ce alors d'une réunion de famille? La question flottait dans l'air, et pendant un instant, j'ai senti le poids de chaque sacrifice que j'avais fait, de chaque commentaire dédaigneux que j'avais enduré, de chaque fois où j'avais été traité comme invisible. Parce que vous m'avez tous traité comme une employée, dis-je, la voix ferme. Pendant 3 ans, j'ai mis ma carrière en suspens pour prendre soin de toi, Éléonore. Je t'ai conduite à tes rendez-vous, géré tes médicaments, préparé tes repas et écouté oublier mon nom semaine après semaine. J'ai sorti de mon sac à main un morceau de papier plié. Michel, tu m'as appelé une aide temporaire et tu as plaisanté sur le fait d'avoir des soins infirmiers gratuits. Thibaut, tu m'as dit que je n'avais rien d'autre à faire quand je remettais en question tes nuits tardives. Le papier fit un bruit sec alors que je le dépliais. Alors, voici ma lettre de démission, ainsi qu'une facture détaillée pour 3 ans de services de soins non rémunérés. Éléonore prit le papier avec des mains tremblantes, ses yeux s'écarquillèrent en parcourant les chiffres. 37 000 €.
C'est en dessous du taux du marché pour les soins à domicile, ai-je dit. J'ai été généreuse. Thibaut fit un pas en avant. Alice, tu ne peux pas être sérieuse. Nous sommes une famille. Non, dis-je fermement. Nous n'avons jamais été une famille. J'étais pratique. J'étais utile. J'étais temporaire. Le bruit de portières de voitures claquant dans l'allée coupa l'attention. Des gyrophares bleus et rouges peignaient la clôture, projetant des ombres étranges sur la terrasse. Ce doit être la cavalerie, dis-je en vérifiant mon téléphone. Pile à l'heure. Grace s'enfuit. Elle fit 3 pas vers le portail arrière avant que son talon ne se prenne dans l'herbe, la faisant trébucher. Elle ôta ses chaussures et continua de courir, mais la robe jaune la rendait une cible facile contre le ciel qui s'assombrissait. 2 officiers apparurent par le portail latéral, leur radio crépitant de parasites. L'inspectrice Morin les suivait, son expression professionnelle mais non dénuée de sympathie. Mademoiselle Leroy s'approcha-t-elle de moi avec des pas mesurés. Nous avons reçu vos informations. S'agit-il des personnes en question? Thibaut Moreau, dis-je en le désignant. Grace Martin est celle qui court vers la clôture arrière. Un officier se déplaça pour intercepter Grace tandis que l'autre s'approchait de Thibaut. Monsieur, nous devons vous poser quelques questions. C'est insensé, protesta Thibaut. Vous ne pouvez pas m'arrêter lors de ma propre fête. Nous n'arrêtons personne pour l'instant, clarifia l'inspectrice Morin. Nous enquêtons sur des allégations de fraude financière. Vous êtes libre de coopérer, ou vous pouvez appeler un avocat. Les collègues de Thibaut avaient entamé une retraite stratégique, marmonnant des excuses à propos de matins précoces et de babysité. Michel et son mari se blottissaient l'un contre l'autre, chuchotant avec urgence. Éléonore fixait toujours la facture dans ses mains. L'officier près de la clôture arrière escortait Grace vers la terrasse. Ses pieds nus laissaient des taches d'herbe sur sa robe jaune. Son sang-froid s'était complètement évaporé. Ses cheveux s'étaient détachés de leur coiffure parfaite et du mascara striait ses joues. « Je veux appeler mon avocat », annonça Grace. « C'est votre droit », répondit l'inspectrice Morin. « Mais nous aimerions vous poser quelques questions à tous les deux d'abord. » Alors que les officiers commençaient à séparer Thibaut et Grace pour les interroger, je me suis senti étrangement détaché du chaos. La panique, les accusations, les tentatives désespérées de rejeter la faute, tout cela me semblait être un bruit de fond. Je suis rentré dans la maison, réalisant soudain que j'avais faim. La cuisine me parut paisible après l'agitation extérieure. Je me suis préparé une assiette, poulet, salade de pommes de terre, une généreuse portion de la salade de choux que j'avais passé 1 heure à perfectionner. Par la fenêtre, je pouvais voir Thibaut gesticuler sauvagement en direction de l'inspectrice Morin tandis que Grace était assise raidement sur une chaise de patio, son avocat déjà au téléphone. Éléonore pleurait doucement pendant que Michel essayait de la réconforter. J'ai pris une bouchée du poulet. Il était parfaitement assaisonné, tendre et juteux. Toute cette préparation minutieuse n'avait pas été vaine, après tout. Pour la première fois en 3 ans, j'ai mangé sans me soucier des besoins de qui que ce soit d'autre. Je n'ai pas sauté pour remplir les verres ou débarrasser les assiettes. Je n'ai pas surveillé le calendrier des médicaments d'Éléonore ni esquivé les questions inconfortables. Je me suis simplement assise à mon îlot de cuisine, j'ai regardé le cirque à l'extérieur par ma fenêtre et j'ai savouré mon repas. Le goût de la liberté, découvris-je, était étonnamment satisfaisant. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 37 appels manqués et plus de 200 messages textes. J'ai désactivé toutes les notifications et me suis préparé un café dans le silence béni de ma cuisine. Dehors, le cirque médiatique commençait à peine, même si je ne le savais pas encore. Le premier appel auquel j'ai réellement répondu provenait de Marc, mon détective privé. « Alice, tu dois voir les nouvelles. » J'ai allumé la télévision pour trouver mon propre visage me fixant depuis l'émission matinale de France 3. Le titre disait « Une femme de la région dénonce son mari infidèle lors d'un barbecue familial ». Il montrait des extraits. Quelqu'un avait filmé toute la confrontation et l'avait mise en ligne sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas diffusé ces images, ai-je dit à Marc. Je sais. Quelqu'un à la fête l'a fait. C'est partout. Twitter, TikTok, YouTube. Tu es en tendance. À midi, la vidéo avait 3 millions de vues. La section des commentaires était partagée entre ceux qui me traitaient d'héroïne et d'autres qui remettaient en question mes méthodes. Je les ai lus avec une curiosité détachée, comme si j'étudiais les critiques d'un film que je n'avais jamais vu.
La sonnette n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, je supposais, bien que je n'ai jamais répondu. J'ai regardé depuis la fenêtre de ma chambre les camionnettes de presse s'aligner dans la rue. Des voisins à qui j'avais à peine parlé en 3 ans donnaient des interviews sur ma pelouse. Madame Petit, d'un accent grave côté, a déclaré à France 2, elle était toujours si discrète, une aide-soignante si dévouée. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait réellement. Discrète. Le mot me suivait partout maintenant. L'entreprise de Grasse a commencé à se désintégrer en quelques heures. David Martin, son associé, a publié une déclaration distanciant l'entreprise de ses actions. Mercredi, 3 clients majeurs avaient résilié leur contrat. Vendredi, l'action de l'entreprise avait chuté de 60%. J'ai trouvé une satisfaction perverse à regarder les rapports financiers. Grasse avait bâti son empire sur la prémisse qu'elle était intouchable, trop intelligente pour être prise. Maintenant, les analystes des émissions économiques disséquaient sa chute avec la même précision clinique qu'elle avait autrefois appliquée aux échecs des autres. Elle a essayé de contrôler le récit par une campagne médiatique soigneusement orchestrée. Son avocat a organisé des interviews où Grasse se positionnait comme la victime de Thibault, affirmant qu'il l'avait manipulée pour commettre les crimes financiers. J'ai été contrainte, a-t-elle déclaré à un journaliste compatissant. Il a menacé de révéler notre relation si je ne l'aidais pas à accéder au fonds des clients. J'avais peur pour ma carrière, ma réputation. La réponse de Thibault est arrivée 12 heures plus tard, par l'intermédiaire de sa propre équipe juridique. Sa déclaration dépeignait Grasse comme le cerveau, affirmant qu'elle l'avait séduit pour l'aider à voler de l'argent. J'ai regardé les 2 interviews depuis mon canapé, mangeant des plats chinois à emporter et m'émerveillant de leur impudence. Ils se produisaient encore l'un pour l'autre, même maintenant, essayant toujours d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. D'habitude, je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre cette fois-ci. Est-ce Alice Leroy? Qui demande? Je m'appelle Carmen Dubois. Je suis infirmière à la résidence du Couchant. Je travaille avec Éléonore Moreau. Mon estomac s'est noué. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien physiquement, mais je voulais appeler parce que, eh bien, j'ai vu la vidéo. Je travaille avec la famille Moreau depuis 6 mois maintenant, et je voulais que vous sachiez, je n'ai jamais aimé la façon dont ils vous traitaient. La gentillesse inattendue dans sa voix m'a serré la gorge. Merci de le dire. Vous méritiez mieux. Ce que vous avez fait pour cette femme, les soins que vous avez prodigués, c'était un travail de niveau professionnel. Ils auraient dû être reconnaissants. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma cuisine et j'ai pleuré pour la première fois depuis que tout avait commencé. Pas de tristesse, but de soulagement. Quelqu'un avait vu mon sacrifice, quelqu'un avait été témoin de mon dévouement et en avait reconnu la valeur. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocat et j'ai ajouté une clause aux procédures de divorce, la moitié de mon règlement irait à la Fondation nationale de soutien aux aidants. L'ironie ne m'a pas échappé. L'argent de l'infidélité de Thibault financerait des ressources pour des gens comme j'avais été. La maison s'est vendue plus vite que prévu. Un jeune couple avec des rêves et des tasses à café assortis, le genre de personne que Thibault et moi étions autrefois. J'ai signé les papiers sans sentimentalité. Chaque pièce contenait des souvenirs que je ne voulais pas garder. Mon nouvel appartement faisait 110 mètres carrés de possibilités. Pas de chambre d'amis pour des parents âgés, pas d'espace de bureau pour un mari qui travaillait tard. Juste moi, et le bruit des vagues contre les rochers sous mon balcon. J'ai acheté des plantes. Des herbes pour cuisiner, des fleurs pour la beauté. J'ai rempli une étagère de romans que j'avais abandonnés au milieu du chapitre il y a 3 ans. J'ai installé un chevalet dans le coin, près de la fenêtre, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. Le dessin a commencé comme une thérapie. De simples croquis de la vue depuis mon balcon, des études de lumière sur l'eau. Je n'essayais pas de créer de l'art, j'essayais juste de me souvenir de qui j'avais été avant de devenir l'aide-soignante de quelqu'un, la petite amie trahie de quelqu'un, l'histoire de vengeance de quelqu'un. 3 semaines après mon installation dans ma nouvelle vie, ma colocataire d'université, Sophie, a appelé. J'ai partagé un de tes croquis sur Instagram, dit-elle sans préambule. Celui que tu as posté du phare au coucher du soleil. Sophie, je n'ai rien posté. Tu me l'as envoyé par texto, tu te souviens? Je t'ai demandé comment tu allais et tu m'as envoyé ce magnifique dessin avec une note sur le fait de trouver la paix. Je me souvenais vaguement du texto, envoyé tard un soir où l'insomnie m'avait conduite à mon chevalet.
Quoi qu'il en soit, continua Sophie, cette galeriste de Nantes l'a vue et veut te parler. Elle s'appelle Hélène Rousseau. Elle dirige cet espace incroyable au centre-ville. L'email est arrivé ce soir-là. Objet, votre travail parle de lui-même. Le message d'Hélène était bref mais chaleureux. Elle avait vu mon croquis du phare et voulait discuter de son inclusion dans une prochaine exposition intitulée « Émergence, l'art des transitions de vie ». Elle n'offrait ni argent ni gloire, juste la chance d'être à nouveau considérée comme une artiste. J'ai fixé l'email pendant un long moment. Quand quelqu'un avait-il voulu quelque chose de moi pour la dernière fois qui ne concernait pas les soins, le sacrifice ou la facilitation de la vie des autres? Je ne m'en souvenais pas. J'ai rédigé ma réponse avec soin, professionnellement, essayant de paraître comme quelqu'un qui appartenait au monde de l'art malgré mon absence de 3 ans. Mais en tapant, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de faire semblant. Mon interruption artistique n'était pas une lacune dans mon CV, c'était une partie de mon histoire. La femme qui avait dessiné ce phare n'était pas la même personne qui avait renoncé à ses rêves d'architecture pour s'occuper d'Éléonore Moreau. C'était quelqu'un qui avait appris le dévouement, à voir la valeur dans un travail négligé, à trouver la beauté dans les espaces entre le chagrin et la guérison. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voyait, non pas comme la petite amie de Thibaut, ni l'aide-soignante d'Éléonore, ni la victime involontaire de Grace. Il me voyait comme Alice, l'artiste. Et cette reconnaissance me donnait l'impression de rentrer chez moi. Le vernissage de la galerie a eu lieu un jeudi soir d'octobre, 6 mois après le barbecue qui a tout changé. Je me tenais devant mon croquis du phare, maintenant encadré professionnellement et éclairé par des projecteurs de qualité musée, regardant des inconnus examiner mon travail avec un réel intérêt. L'artiste capture quelque chose de brut ici, ai-je entendu une femme en manteau bordeaux dire à son compagnon. Il y a de la douleur, mais aussi de la libération. Libération. Oui, c'était exactement ça. Hélène s'est approchée avec une flûte de champagne et un sourire qui atteignait ses yeux. 3 personnes ont demandé à acheter des tirages. Je leur ai dit qu'elles devaient vous parler directement. Des gens veulent acheter mon art. Le concept me paraissait encore surréaliste. Votre art raconte une histoire que les gens reconnaissent, a déclaré Hélène. Résilience, transformation, le courage de recommencer. Une jeune femme s'est approchée de nous, un carnet à la main. Elle s'est présentée comme journaliste pour l'Hebdo des Arts, souhaitant m'interviewer à propos de l'œuvre. Qu'est-ce qui a inspiré ce travail, demanda-t-elle, le stylo en suspens. J'aurais pu donner la réponse sur quelque chose sur la vie côtière et la beauté naturelle. Mais j'ai dit la vérité. J'ai dessiné ça après avoir quitté une relation où je m'étais perdu. Le phare représente le fait de retrouver son chemin vers qui on est vraiment. Elle griffonna des notes avec enthousiasme. Il y a eu du buzz à votre sujet en ligne. Certaines personnes vous reconnaissent grâce à cette vidéo virale du début de l'année. Mon estomac s'est légèrement noué, mais j'ai gardé une voix ferme. C'était un chapitre différent de ma vie. Regrettez-vous parfois la façon dont vous avez géré cette situation? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Je regrette d'être resté silencieux si longtemps. Je regrette de ne pas m'être valorisé plus tôt. Mais la façon dont ça s'est terminé. Parfois, la vérité a besoin de témoins. Après l'interview, je suis sorti prendre l'air. La soirée à Nantes était fraîche, portant l'odeur de la pluie et du café d'Accent Grave côté. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sophie, j'ai vu l'aperçu de l'article en ligne. Tu vas devenir célèbre. Célèbre me paraissait écrasant, mais reconnu me semblait merveilleux. 1 mois plus tard, j'ai reçu une lettre inattendue dans ma boîte aux lettres. L'adresse de l'expéditeur m'a fait hésiter. C'était celle de Michel, la sœur de Thibaut. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. La lettre était manuscrite sur du papier cher. Alice, je sais que je n'ai aucun droit de te contacter, mais je voulais que tu saches, tu avais raison sur toute la ligne. Nous t'avons terriblement traité, et j'ai honte de la façon dont j'ai agi. Thibaut est en thérapie maintenant, sur ordonnance du tribunal. Il demande parfois de tes nouvelles. Je lui dis qu'il a perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Maman a des bons et des mauvais jours. Elle demande après l'ami de Thibaut qui faisait la bonne soupe, mais ne se souvient plus pourquoi tu n'es plus là. Peut-être que c'est une miséricorde. J'espère que tu es heureuse, où que tu sois. Michel. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai classé. Non pas parce que je gardais rancune, mais parce que certains chapitres devaient rester clos.
La vraie surprise est arrivée 3 semaines plus tard. Carmen, l'infirmière d'Éléonore, a de nouveau appelé. Je ne devrais probablement pas vous dire ça, dit-elle, mais Éléonore a eu un de ces moments de lucidité hier. Elle m'a demandé de trouver votre numéro de téléphone. Que voulait-elle? Elle a dit qu'elle voulait vous remercier. Elle s'est souvenue de tout ce que vous avez fait pour elle. Les visites chez le médecin, les médicaments, la façon dont vous la faisiez se sentir en sécurité. Elle a pleuré, Alice. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir oublié votre gentillesse. Cette nuit-là, j'ai préparé la soupe préférée d'Éléonore dans ma petite cuisine. Je ne pouvais pas la lui livrer, mais la préparer me donnait un sentiment de clôture, comme un pardon servi chaud dans un bol en céramique. Mon art continuait de trouver son public. Un café à Nice voulait exposer ma série côtière. Un magazine a présenté mon travail dans un article sur les artistes de la résilience. Chaque reconnaissance me donnait l'impression de récupérer une partie de moi-même que je pensais perdue. Un soir, en rangeant mon atelier, j'ai trouvé l'enveloppe noire que j'avais gardée en souvenir. Celle qui avait contenu toutes les preuves de trahison et de fraude. Elle reposait dans le tiroir de mon bureau comme un trophée que je n'avais plus besoin d'exposer. Je l'ai emmenée sur le balcon et j'ai laissé le vent marin emporter son contenu, page par page. Les documents financiers, les photographies, les transcriptions, tout s'est dispersé dans l'air salin. Je n'ai gardé qu'une chose, la carte de grâce qui accompagnait le parfum. Merci de soutenir le travail acharné de Thibaut. L'ironie était trop parfaite pour être jetée. 6 mois après le vernissage de la galerie, j'ai reçu un email qui m'a fait rire aux éclats. Une société de production voulait prendre une option sur mon histoire pour une série télévisée. Drame de vengeance rencontre émancipation féminine, écrivait le producteur. Très tendance en ce moment. J'ai décliné poliment. Mon histoire n'était pas un divertissement, c'était une transformation. Et la transformation ne pouvait pas être emballée pour une consommation de masse. Au lieu de cela, j'ai commencé à donner des cours d'art au centre communautaire. Mes élèves étaient principalement des femmes de plus de 50 ans, beaucoup traversant des transitions de vie, divorce, syndrome du nid vide, changement de carrière, décès de conjoint. Nous peignions ensemble 2 fois par semaine, partageant histoire et silence à parts égales. Je n'ai pas tenu un pinceau depuis 30 ans, a déclaré Marguerite, une veuve récente apprenant à vivre seule. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, lui ai-je dit, et je le pensais. Le jour de l'anniversaire du barbecue, je n'ai pas marqué la date intentionnellement. J'étais trop occupé à vivre pour commémorer les destructions passées. Je peignais une nouvelle série. Pas des phares cette fois, mais des portes. Portes ouvertes, portes fermées, portes qui menaient à des pièces inconnues remplies de lumière. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai quand même répondu. Alice, c'est l'inspectrice Morin. Mon souffle s'est coupé. Est-ce que tout va bien? Je voulais vous tenir au courant de l'affaire. Thibaut a accepté un accord de plaidoyer. 3 ans avec possibilité de libération anticipée pour bonne conduite. Grâce a eu 5 ans, sans libération anticipée. C'était le cerveau, après tout. La justice me parut plus silencieuse que prévu. Pas triomphante, juste complète. Merci de m'avoir prévenu. Alice, pour ce que ça vaut, il a fait ce qu'il fallait. Les gens comme ça comptent sur le silence des autres. Après avoir raccroché, je me suis dirigé vers mon chevalet et j'ai pris mon pinceau. La toile était vierge, attendant ce qui allait suivre. Je ne peignais plus par colère, ni par douleur, ni par besoin de prouver quoi que ce soit. Je peignais par joie. Il m'avait appelé temporaire, jetable, oubliable. Mais les choses temporaires ne laissent pas de marque durable. Les choses jetables ne créent pas de beauté qui survit à leur créateur. Les choses oubliables n'inspirent pas la reconnaissance aux yeux des étrangers. Je n'ai jamais été temporaire. J'étais permanente. Une femme qui a enduré, qui s'est transformée, qui a émergé des ténèbres en portant la lumière. Et chaque fois que je signe mon nom sur une nouvelle œuvre d'art, je souris. Parce que parfois, la femme qu'il sous-estime est celle qui a le dernier mot. Et parfois, ce mot est simplement « Alice ». Si cette histoire de vengeance calculée vous a tenu en haleine, cliquez sur ce bouton j'aime dès maintenant. Quel a été votre moment préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires palpitantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.